Bonsoir, merci d'être présent. Nous commençons avec un peu de retard parce qu'il y a des impératifs de sécurité qui sont liés à certains intervenants qui sont dans politique, en particulier qui sont dans d'autres tables rondes. Je suis heureux de vous accueillir pour cette discussion. Donc, mon nom est Marc-Olivier Padis. Je suis rédacteur en chef de la revue Esprit. Donc, le sujet que nous allons traiter, droit international vers une justice et des institutions supranationales. Je voudrais faire quelques remarques pour introduire le débat. Tout d'abord, c'est un débat que nous aurons entre nous. Parmi les invités d'aujourd'hui que je présenterai tout à l'heure, il n'y a pas de juriste. Moi non plus, je ne suis pas juriste. Tu ne te définis pas comme juriste, je pense. Voilà. Alors, ça pourrait être un sujet juridique, mais je crois que justement, on peut voir aussi tous les aspects plus politique ou d'enjeux internationaux qu'il y a dans ce sujet, même si on laissera sans doute pas les aspects juridiques, mais on ne va pas le traiter d'une façon strictement juridique. Alors il faut aussi faire remarquer par rapport à l'intitulé, vers une justice et des institutions supranationales, point d'interrogation, qu'on n'est pas seulement en route vers de telles institutions, certaines existent déjà. Et donc, il faut parler de ce qui existe et on aura l'occasion de le faire avec nos invités. Il y a donc toute une généalogie historique assez longue, en réalité, de l'idée d'une cour pénale internationale. Et il y a aujourd'hui, existant déjà, deux tribunaux qu'on appelle des tribunaux ad hoc, le tribunal pénal pour le Rwanda, qui siège à Arusha, et le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, qui siège à La Haye, plus donc une cour pénale internationale qui est reconnue par un certain nombre d'États, d'autres qui n'ont pas accepté de ratifier ou qui ont retiré leur signature. On en parlera tout à l'heure. Donc il y a déjà des institutions qui existent, mais pour autant, effectivement, on ne peut pas dire qu'on est dans une situation où le droit international, où la justice internationale règne sur la planète. Alors, pour dire d'un mot général, peut-être fixer un cadre sur ce débat, rappeler que les transformations qui sont en cours actuellement dans les relations internationales nous font passer d'un État qui faisait une différence assez forte entre politique intérieure et relations internationales à une situation beaucoup plus confuse et mixte aujourd'hui. Donc on pourrait dire quelle est la situation, quel était l'état classique des relations internationales. C'était un état dans lequel il y avait principe de non-ingérence, il y avait souveraineté étatique sur un territoire et des ressortissants, c'est-à-dire chaque État maître chez soi de son ordre juridique et détenant une autorité, une légitimité sur son territoire. Et le domaine de la relation internationale était un domaine régi exclusivement par les accords que pouvaient passer des États entre eux, donc ce qu'on appelle les relations interétatiques où des négociations, des traités pouvaient être passés entre États. Alors on n'en est plus tout à fait dans cette situation-là, et on est dans une situation qu'on peut dire mixte ou intermédiaire, où les États souverains existent encore, bien sûr, mais ils ne sont plus tout à fait les seuls acteurs des relations internationales. Ils le sont il y a l'ONU, des organismes internationaux, il y a donc la Cour pénale internationale, il y a aussi les ONG qui représentent des forces transnationales qui dépassent les frontières. Mais pour autant, on n'en est pas non plus dans une situation, et je ne sais pas si est-ce que c'est le modèle qu'il faut avoir en tête, est-ce que c'est vers ça qu'on tend, une situation où il y aurait une espèce de justice mondiale qui régnerait par le biais soit d'une organisation des Nations Unies qui serait devenue extraordinairement puissante et qui aurait l'autorité et la force pour imposer une espèce d'ordre mondial. Donc d'ailleurs, cette situation serait-elle en elle-même même souhaitable? C'est quelque chose dont on peut discuter. Donc on est dans cet entre-deux, et donc je crois que toutes les questions qu'on va traiter vont être osciller dans cet espace-là. Alors je présente mes invités par ordre alphabétique. Donc juste à ma droite, Ronny Broman, qui est ancien président de Médecins sans frontières, mais qui reste toujours à Médecins sans frontières comme directeur des études, je crois, chargé
des études. Ensuite, à ma gauche, Joseph Maïla, qui est ancien recteur de l'Institut catholique de Paris et qui est directeur du Centre de recherche sur la paix. Et donc à droite de Ronnie Broman, Jacques Semelin, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est donc au Centre de relations de recherche sur les relations internationales de Sciences Po, et donc qui enseigne aussi à Sciences Po, et qui travaille particulièrement sur les situations de génocide et de massacre, et aussi maintenant sur les situations d'après-conflit, et donc sur les situations de transition après les conflits. Alors, première série de questions que je vais poser, je voudrais d'abord m'adresser à Joseph Maïla pour lui demander en fait de partir peut-être d'un cas concret sur ce sujet. Je pensais au cas d'une enquête internationale qui a été lancée après l'attentat qui a provoqué la mort de Rafik Hariri au Liban. Il y a donc une enquête internationale qui est en cours donc pour éclaircir les responsabilités de cet attentat. Et donc, bon, pourquoi est-ce qu'on a lancé une telle enquête internationale? Où en est-elle? Que peut-on en attendre? C'est surtout ça la question qu'on peut se poser sur ce type de démarche internationale. Oui, bonsoir. Merci Marc-Olivier. Moi, je voudrais effectivement rebondir tout de suite en répondant à la question sur, au fond, l'état des relations internationales concernant précisément des questions de justice internationale. Et l'enquête sur le Premier ministre libanais assassiné est assez exemplaire et emblématique de toutes les ambiguïtés que peut poser aujourd'hui des enquêtes, que peuvent poser des enquêtes au niveau international qui doivent conduire à des tribunaux. Un petit point, Marc-Olivier rappelait tout à l'heure l'existence de tribunaux ad hoc sur le Rwanda, sur le Haut Tribunal international pour l'Irak, qui est en train de juger Saddam Hussein aujourd'hui, la Bosnie. Il faut se mettre en tête une chose, ce ne sont pas des tribunaux internationaux qui fonctionnent indépendamment des États. Donc partir de l'idée qu'il n'y a pas de justice au-dessus de la justice des États. Les États restent souverains en matière de justice. Ils acceptent par traité, précisément, de déléguer un certain nombre de leurs compétences à des tribunaux internationaux. Et lorsqu'il y a une Cour pénale internationale, comme celle qui a été établie par le traité de Rome de 1998, elle fonctionne avec des délégations de justice nationale, hein, pas précisément parce que l'État signe un traité par lequel il reconnaît la compétence, ou ne signe pas. Les États-Unis ne reconnaissent pas la compétence de la Cour pénale internationale établie par le traité de Rome. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est de montrer à la fois qu'on va vers une justice internationale, mais qu'elle n'est pas tout à fait identique et qu'elle ne peut pas être pensée comme une justice interne, qu'elle est donc à la fois de justice et en même temps de politique, d'opportunité politique. Et l'exemple sur lequel Marc-Olivier me demande de rebondir très vite est exemplaire de cette ambiguïté. Voilà un Premier ministre qui est assassiné, le Conseil de sécurité des Nations Unies se saisit de l'affaire et décide d'une enquête internationale. Alors, premier point, c'est la première fois dans l'histoire des relations internationales, la première fois dans l'histoire en tout cas des Nations Unies, qu'une enquête internationale se fait sur l'assassinat d'un Premier ministre, ce qui peut normalement appartenir ou relever aux tribunaux ou des tribunaux nationaux. Donc, question, pourquoi politiser une question comme celle-là? Pourquoi la monter, comme disent les juristes, à la vie internationale, alors qu'elle appartient à l'ordre juridique interne? Bon. Deuxième question, pour pouvoir le comprendre, il faut montrer que le Conseil de sécurité, à la demande de deux grandes puissances, en l'occurrence les États-Unis et la France, avait quelque temps auparavant demandé au président Laoud, le président libanais, de ne pas de renouveler son mandat. Le président Laoud a passé outre, appuyé par les Syriens. La France et l'Angleterre et les États-Unis n'ont pas été contents de cette décision. Et quelque temps après, en 2005, puisque c'est la décision de respecter les termes de la constitution libanaise avait été votée en 2004, et les Syriens ont passé outre en disant ben non, nous voulons renouveler le mandat d'un président qui n'était pas renouvelable. Donc, il y a là une infraction à un ordre interne, mais qui n'est pas accepté par deux puissances internationales. En février 2005, donc 5 mois après, le président Hariri est assassiné. Immédiatement, on considère qu'il y a là une action internationale, non seulement pour reconduire un mandat en dehors de la légalité interne libanaise, mais pour déstabiliser un pays.
Et voilà une commission d'enquête internationale qui va être extrêmement intéressante à suivre, puisque les résultats vont être rendus dans une quinzaine de jours, qui a déjà mis en place un tribunal international, qui sera le tribunal international pour juger les assassins de Rafik Hariri. Le Conseil de sécurité s'est réuni, a nommé un enquêteur international qu'il a pris à la Cour pénale internationale et qui est un juge belge, dont on attend véritablement les conclusions dans 2 semaines. Et après cela, il faudra juger ce que cette enquête montrera comme étant des présumés coupables ou des inculpés potentiels, puisqu'on ne connaît pas leur nom. Mais ça fonctionnera au Liban, avec une présidence internationale et avec une juridiction mixte qui sera une juridiction peut-être de procédure internationale, mais jugeant selon le droit interne libanais. Alors, le cas est très précis et il est très particulier, puisqu'encore une fois, on juge les assassins d'une personne, ce qui est tout à fait différent des tribunaux, bien entendu, pour la Yougoslavie, pour le Rwanda ou pour l'Irak, où là, on a affaire à des génocides et des crimes contre l'humanité. Mais la question que je me posais à propos de cette démarche, c'est que malgré tout, tu dis on ne sait pas les personnes qui vont être mises en cause. Il y a quand même un pays qui est pointé du doigt, qui est la Syrie, peut-être dans ses plus hauts responsables. Et il y a déjà eu, je crois, des attentats au Liban contre des témoins ou des personnes qui pourraient témoigner à charge contre des responsables. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un facteur de déstabilisation parce qu'on n'imagine pas les responsables syriens se laisser inculper sans réagir, et leur réaction peut être très violente. Donc ma question, pour le dire un peu brutalement, c'est est-ce qu'il n'y a pas ici cette espèce d'idéalisme juridique qui risque de conduire à des catastrophes, puisque un pouvoir assez dur comme celui de la Syrie peut réagir très violemment de façon militaire ou autre, et donc cette démarche juridique qui supposerait peut-être un espace pacifié risque au contraire de relancer une espèce de violence locale. Alors c'est effectivement un vieux débat dans lequel nous sommes plus que jamais, parce qu'après la chute du mur de Berlin, on espérait pouvoir passer à une étape supérieure, à une vitesse supérieure en tout cas. L'idéalisme consiste dans les relations internationales à penser que tous les conflits sont régulés par le droit, donc une justice internationale, qui vaut mieux, qui est idéaliste, donc par définition peut-être pas très souvent efficace, pas très souvent faisable, comme disent les économistes. Et en même temps, elle vaut mieux que le réalisme, parce que le réalisme aurait été ou eût été de passer par perte et profit des assassinats en disant bah, écoutez, que le plus fort gagne, on verra, on ne peut pas incriminer un État, etc. D'où l'intérêt de la question posée, à savoir au fond l'instrumentalisation. Est-ce que dans cette affaire, il n'y a pas des États qui, à l'occasion de l'assassinat d'un Premier ministre, instrumentalisent une procédure judiciaire pour mettre en accusation un État qui est en réalité la Syrie, que je n'ai pas nommé parce que Bramets va le nommer, je suppose, sans doute, mais au fond, tout coupable présumé est supposé innocent avant d'être en tant que tel jugé. Donc on va vers ça, et en même temps, le risque d'instrumentalisation est très grand, parce qu'on peut se dire que les Syriens vont réagir par un surcroît d'attentats, et pour tenter une comparaison, on a le même exemple pour le Darfour. Vous savez que le Conseil de sécurité en 2005 a décidé de pénaliser l'action, ou de criminaliser l'action de ceux qui instrumentalisent ou qui ordonnent plutôt le génocide qui est en train de se faire au Darfour. En disant à partir d'aujourd'hui, c'était en mars 2005, toute personne présumée responsable dans les affaires de génocide de Darfour sont passibles de la Cour pénale internationale. Résultat des courses, les autorités de Khartoum ont surenchéri dans les massacres en disant nous allons terminer encore plus vite. Et encore plus rapidement, et nous refusons l'ingérence dans nos affaires, et ce sont des affaires purement internes dans lesquelles la communauté internationale n'a pas entré. Et c'est là, effectivement, où la contextualisation politique du juridique, qui est caractéristique des relations internationales, qu'on ne peut pas trouver dans l'ordre interne. Vous ne pouvez pas dans l'ordre interne dire « je ne vais pas aller devant la cour, devant le tribunal de grande instance de Paris parce que c'est politiquement instrumentalisé ». Vous y allez. Dans l'ordre international, les questions sont fortement politisées. Il n'y a pas à proprement parler de justice internationale pensable sur le modèle de la justice interne. Alors, merci pour cette première intervention. On continuera le débat, mais je voudrais poser maintenant à Jacques Semelin une question alors, qui est aussi un peu sur
la nécessité d'un processus judiciaire et peut-être aussi ses limites. Je pense aux situations d'après-conflit. Souvent, donc, tribunal pénal pour le Rwanda, tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Le pari de la création de ces deux institutions, c'est que pour parvenir à une véritable paix, une paix civile, une reconstruction d'une vie civile et politique digne de ce nom dans ces pays, il faut un tribunal. Mais après tout, pendant très longtemps dans l'histoire, on a procédé par une toute autre méthode qui est celle de l'amnistie. Et l'année dernière, par exemple, en Algérie, c'est plutôt une loi d'amnistie qui a été décidée à propos de la guerre civile de ces 20 dernières années. Et donc, là encore, est-ce qu'il n'y a pas eu... Qu'est-ce qu'on peut répondre par rapport à cette démarche réaliste de dire, dans le fond, jetons un voile sur ce passé, les tribunaux ne sont bons qu'à raviver les plaies, alors pourquoi donc faudrait-il des tribunaux, pourquoi faudrait-il un processus judiciaire ? Oui, merci. En fait, effectivement, je crois qu'il faut bien distinguer, puisqu'on est sur un débat sur le droit international, sur une justice qui s'applique dans les conflits, dans la guerre, à la limite, comme on vient de l'évoquer pour le cas du Darfour, ou comme c'était aussi vrai pour l'ex-Yougoslavie, puisqu'on a créé le tribunal en 1993, donc en pleine guerre encore, hein, et les situations post-conflit. Alors, dans ces situations post-conflit, oui, je pense que votre question est tout à fait pertinente. En fait, ce n'est pas si évident que cela, peut-être vais-je être un peu provocateur ici, que de justifier le principe permanent d'une justice internationale. Alors, je voudrais dire qu'en gros, il y a deux modèles, me semble-t-il. On a évoqué Arusha et La Haye, mais il faudrait commencer par parler de Nuremberg. Nuremberg, c'est véritablement, on peut dire, la naissance du droit international appliqué au cours du XXe siècle. Et en gros, donc, oui, on applique cette idée sur laquelle on va tous être d'accord, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de paix sans justice. Donc Nuremberg condamne en fait donc ce qui sont considérés comme les grands criminels du second conflit mondial, responsables de crimes de masse. Bon. Et on peut justifier cette démarche de différentes manières. Premièrement, lutter contre l'impunité, ce qui est aujourd'hui un des thèmes centraux d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales, la première d'entre elles étant Amnesty International. Donc effectivement, si on veut dissuader de tels crimes, eh bien, il faut commencer par condamner ceux qui en sont les premiers responsables. La deuxième raison, qui est plus par rapport à la dynamique interne de ces sociétés, c'est-à-dire qu'il faut que justice passe, il faut que, d'une certaine manière, on tourne la page pour reconstruire quelque chose d'un ordre social, d'un ordre politique, sur d'autres bases. Il y a aussi une troisième idée très importante par rapport aux victimes elles-mêmes, c'est de dire, oui, j'ai été victime, et là, celui qui est accusé, c'est bien le coupable. Restaurer cette distinction chez des victimes qui peuvent douter, on va leur dire mais tu l'as bien voulu, etc. C'est très très important. Si vous avez vu le film sur le Cambodge de Ritipan, la machine de Khmer des Khmers rouges, la machine de mort des Khmers rouges, c'est sur la prison de Tuol Sleng, 14 000 prisonniers politiques dans cette prison. Il y a uniquement 7 survivants. Donc le film est tourné dans cette prison. Vous entendez un des rares survivants, notamment un peintre, qui dit « j'ai été victime ». Et puis Ritipan a retrouvé un ancien Khmer rouge qui a accepté de témoigner dans ce film. Il dit « mais moi aussi j'étais victime ». Donc si vous voulez, il y a vraiment un travail de mémoire, on va dire, qui est absolument fondamental pour arriver à un peu mieux distinguer quel est l'ordre de la victimisation de tel ou tel acteur, n'est-ce pas ? Bon, là, on voit donc la justification du procès de la justice internationale. Mais en même temps, on peut se poser la question de la pertinence d'un autre modèle qui est contemporain, qui est ancien. Il nous vient des Grecs, l'amnistie, mais qui est aussi réinventé dans notre modernité, en premier lieu par l'Afrique du Sud,
avec les commissions Vérité et Réconciliation. Donc là, il y a un deal pour faire en sorte que des gens avouent leurs crimes, leurs petits crimes, parce que notez que les grands responsables de l'apartheid et aussi même du côté de l'ANC, qui avaient quand même un peu de sang sur les mains, n'ont pas été inquiétés. Mais en fait, on met en scène une sorte de théâtre, une sorte de catharsis, on pourrait reprendre ce terme des Grecs, pour justement qu'on puisse dire la souffrance, on puisse éventuellement compenser la peine, etc., etc. Alors, vous avez ce modèle de l'Afrique du Sud, mais vous avez un autre modèle qui est beaucoup moins connu, mais qui me semble aussi très intéressant, dans un pays qui n'est pas très loin, c'est le Mozambique. Vous n'avez absolument pas eu du tout de procès. Il y a eu un accord de paix. Vous savez, le Mozambique a connu une guerre coloniale d'abord et une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. Et finalement, il y a eu un accord entre ces acteurs. Et malgré tout, le pays, en fait, a redémarré, en quelque sorte. Je ne vous dis pas que c'est bien sûr le paradis sur Terre, certainement pas. Mais en tout cas, c'est un autre modèle. Et voilà, entre ces deux modèles, de la justice internationale, compris comme le procès type Nuremberg, et du modèle négociation, médiation, amnistie, personnellement, je ne saurais pas dire, voilà, dans telle situation, c'est ce qui est le mieux, etc. On a certainement à travailler sur une justice de compromis, sur une justice qui se joue aussi selon le temps politique que vit ce pays. Et c'est là où le droit international, aujourd'hui, à travers toute la diversité qu'évoquait Joseph Malia, en gros, c'est une sorte de bricolage. C'est une sorte de bricolage politique, juridique et international. Merci Jacques Semelin. Alors, Jacques Semelin a évoqué le procès de Nuremberg et Ronnie Broman, avant de parler peut-être des ONG, mais je me souvenais que donc vous avez fait un documentaire en fait, qui reprenait les images d'archives du procès d'Eichmann à Jérusalem, en reprenant, je crois, les réflexions d'Hannah Arendt dans le livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem. Alors, pourquoi avoir fait cette démarche? Quel est l'intérêt de revenir sur ce procès? Est-ce que c'est lié à notre débat, justement? Non, peut-être que ce n'est pas le lieu d'en parler, parce que ce n'est pas du tout lié à ce débat. Pour moi, c'est lié à un parcours dans l'humanitaire et une interrogation sur la façon dont on commet le mal, ou bien la façon dont on se place en situation d'aider à la commission du mal. C'est peut-être d'ailleurs plus cela, c'est-à-dire le mal infligé involontairement, sans intention de nuire. C'est ça qui m'a intéressé dans la question la question posée par Arendt sur Eichmann. Et cette question j'ai croisé ce questionnement lors d'un certain nombre d'opérations humanitaires où j'ai eu l'impression que, d'ailleurs plus que l'impression, la conviction que peu à peu des organisations humanitaires devenaient les complices de pouvoirs totalitaires qui les instrumentalisaient, qui les utilisaient pour mener à bien des politiques criminelles. Donc la question pourrait, en fait, ce problème pourrait se croiser pourrait se combiner avec le nôtre si, après tout, c'est pas totalement inimaginable dans un certain nombre de situations, on décidait que la complicité de crimes contre l'humanité devenait un chef d'inculpation, ce qui est, je le dis tout de suite pour moi, assez problématique, c'est-à-dire l'un des problèmes que j'avais avec le procès Papon, l'inculpation de complicité pour crimes contre l'humanité me semble assez bizarre. On est un criminel contre l'humanité ou on ne l'est pas. Mais cette complicité-là, il y a un moment où on trace la limite, ça me paraît impossible. Mais en tout cas, disons, si le paponisme, c'est l'archétype de la complicité de crimes contre l'humanité, alors il me semble que dans un certain nombre de situations, des volontaires de certaines ONG auraient pu, ce que je ne souhaite pas, je le dis tout de suite, ça me paraît grotesque, mais la logique juridique amènerait sans doute à faire comparaître des volontaires d'ONG qui... Pourquoi? Parce qu'ils auraient accompagné des déplacements de population. Oui, voilà, oui, tout à fait. Oui. Donc, je boucle, c'est peut-être là, ça nous amènerait dans une autre direction. Je reprends donc sur le débat. Moi, je me retrouve tout à fait dans ce qui a été dit par mes deux prédécesseurs. Je dirais qu'il y a peut-être deux façons à peu près certaines de torpiller la justice internationale.
L'une, c'est celle qu'emploient les États-Unis et quelques-uns de ces séides, à savoir refuser d'y participer, refuser toute compromission avec ce processus, ne pas en être membre. Et puis l'autre, c'est ce que vous avez appelé les uns les autres l'idéalisme juridique, c'est-à-dire charger la justice internationale d'attentes totalement inconsidérées, impossibles à atteindre. Et parlant à partir du mouvement des ONG, je sais bien que, en tout cas en partie dans les ONG, puisque celles-ci ont été des intervenants très actifs, des partisans très ardents du traité de Rome, et les ONG ont joué un rôle de lobbying très important pour l'adoption de ce traité de Rome et le durcissement des statuts de la Cour pénale internationale dessinés par le traité de Rome. Il me semble que là, il y avait, surtout de la part d'ailleurs des ONG de droits de l'homme, qui sont composées de juristes pour l'essentiel, ou en tout cas animées par des juristes, il me semble qu'il y avait un discours totalement irréaliste. Par exemple, celui dont parlait à l'instant Jacques Semelin, qui affirmait d'une manière totalement gratuite, coupée de toute réflexion historique et politique, que sans la paix, sans la justice, il ne pourrait pas y avoir de paix. Problème que vous avez soulevé dans votre introduction. Évidemment que c'est faux, heureusement que c'est faux, que ça a été faux pendant des millénaires et que ça le restera encore durablement. Sinon, on aurait vécu un état de guerre permanent, puisqu'il n'y a jamais eu de justice pour conclure des conflits. D'ailleurs, juste Jacques, je vous reprends, vous parliez d'amnistie. Il me revenait quand même que la France a voté une loi d'amnistie en 64, je crois, pour la guerre d'Algérie, qui a été quand même une grande première, et qu'il ne revient pas à l'Afrique du Sud la primauté de cette décision. Je ne sais pas si historiquement, enfin, la France était la première, mais en tout cas, c'était une loi importante. Mais enfin bon, c'était... L'édit de Nantes. Voilà, et l'édit de Nantes qui est une amnistie. Enfin, voilà, tout à fait. Mais moi, ce qui me gêne, je dirais peut-être dans une deuxième intervention, ce pourquoi je soutiens la Cour pénale, parce que après réflexion, moi j'y suis tout de même favorable. J'ai participé à un certain nombre de choses en faveur de la Cour pénale, mais à la condition que celle-ci ne soit pas chargée d'attentes excessives. Et une partie de mes réserves provient du fait que je suis très perplexe dès lors que la justice se mêle de juger des crimes politiques. C'était ce que Joseph Maïla avait déjà commencé à aborder. Moi, je poursuis juste un petit peu sur ce terrain-là. Comment est-ce qu'une justice qui se veut juste, jugeant selon l'ordre juridique, selon un cadre qui est celui des lois, peut-elle donc prendre la distance nécessaire par rapport à des phénomènes qu'elle juge? Je rappelle que la Cour pénale internationale ne juge que des génocides et des crimes contre l'humanité. Donc, s'il y a des crimes politiques, ce sont bien ceux-là. Ils sont politiques en ce sens qu'ils mettent en jeu une grande partie, voire d'une certaine manière la quasi-totalité des sociétés à l'intérieur desquelles sont commis ces crimes. Et c'est bien pour ça qu'ils sont politiques, parce qu'ils sont le résultat d'une mobilisation sociale. Je prends un exemple, disons, vous parliez d'Eichmann. Ayant travaillé sur Eichmann, j'ai évidemment travaillé sur sa façon de travailler. Si je veux dire, on se rend compte que Eichmann était l'un des axes de travail principaux de Eichmann, c'était la négociation permanente avec différents secteurs, la banque, la Reichsbahn, c'est-à-dire la SNCF allemande, mais aussi la Wehrmacht, et puis d'autres secteurs industriels, pour arriver à rassembler et transporter au mieux des intérêts de tout le monde et au plus faible coût le matériel biologique qu'il avait à livrer dans les différentes destinations que l'on connaît. Donc je le dis délibérément dans le vocabulaire d'Eichmann, mais en tout cas je veux dire par là qu'il était un négociateur avec des secteurs sociaux traditionnels. Ce n'était pas avec des unités de tuerie qu'il négociait, ce n'était pas avec des escadrons de la mort, c'était avec des banquiers, des ingénieurs, des administrateurs, des financiers, etc. Et comment est-ce que la justice juge de cela? Où fait-on passer la ligne qui sépare ceux qui ont été des participants actifs au crime et ceux qui sont considérés comme extérieurs à celui-ci? Là, il y a un problème qui est une façon enfin, je pose le problème de façon
relativement concrètes, pratiques, c'est-à-dire telles qu'ils se posent pour des enquêteurs et pour un procureur. Mais ce problème, je le situe dans le propos que je tenais à l'instant, à savoir celui de crimes politiques qui sont par définition des crimes de masse et dont l'essentiel de la résolution ne peut, à mon avis, provenir que par un débat qui s'inscrit dans une temporalité longue et qui ne saurait être conclu dans les années, voire dans les mois. Parfois, on a vu à certains moments au Sierra Leone, en Sierra Leone, au Libéria, des revendications de justice totalement délirantes, voulant imposer, disons, la comparution des criminels là, dans les mois qui suivaient la paix, alors que quand même un minimum de distance et d'expérience, enfin disons de réflexion historique et d'expérience des conflits, montre que la première des choses, bien souvent en tout cas, la première des choses dont les gens ont envie, et ce n'est pas le Libanais qui me démentira sur ce plan, ou l'Espagnol, s'il y en a ici, la première des choses dont les gens ont envie après un conflit, c'est d'oublier. Or, cette relation très étroite entre la mémoire, l'impunité, l'acte de juger, me semble ressortir plutôt de catégories, disons, moralisatrices, idéologiques, que de la réalité vivante des sociétés. Alors, Joseph Maïla, une réaction? Oui, une réaction très rapide à Jacques Semblin et à Ronnie Broman. 2 points. Le premier, Jacques, je reviendrai sur ta typologie qui me paraît effectivement intéressante. Il fallait rappeler qu'il y avait une justice politique à Nuremberg et qu'il y a des justices aujourd'hui de type transitionnel avec tout l'effort de catharsis pour connaître un peu ce qui s'est passé et en tout cas dans lesquels le bourreau est là pour reconnaître son crime et la victime et demander pardon à la victime. Donc tout ce qui a été mis en place. Et il y a un troisième modèle. Il y a un troisième modèle, puisque Romy Broman revenait sur la guerre du Liban, qui est le modèle libanais, qui n'est peut-être pas, qui est peut-être le pire des modèles, qui consiste, 1, à ne pas juger, n'est-ce pas, 2, à ne pas demander pardon, et qu'est-ce qui reste? Oublier, et on tourne la page. On tourne la page, on dit que les anciens responsables des crimes, les anciens chefs de milice deviennent ministres, on met tout le monde au gouvernement, alors que tout le monde était dans la rue pour s'entretuer. Et c'est un peu cette idée qui pose la question de l'amnistie. Et effectivement, aucune société ne peut vivre avec une mémoire de guerre continuelle. Romy Broman a raison de dire que la première des choses, quand on sort d'une guerre, on a envie d'oublier. Je veux dire, la belle époque est venue juste après la Première Guerre mondiale, qui a été une véritable boucherie. Belle époque. C'était véritablement une volonté d'oublier. Mais qu'est-ce que c'est l'amnistie? Peut-être qu'on reviendra dans le débat. C'est l'amnésie légale. C'est une société qui décide juridiquement d'oublier. Ça veut dire qu'elle n'oublie pas, mais elle décide de refouler dans sa mémoire collective et en tout cas de ne pas juger des crimes qui ont été commis du 1er janvier au 31 décembre. On dit que pendant toute cette période-là, on oublie, on ne juge pas, on ne revient pas là-dessus. Donc on tourne la page et ça pose le problème de la souffrance mémorielle. Ça pose le problème de savoir aussi, c'est une des questions sur lesquelles personnellement je me suis penché, comment on écrit l'histoire? Que faut-il oublier? Il faut oublier pour continuer à vivre et il faut suffisamment se souvenir pour ne pas recommencer. La voie est extrêmement étroite. Et deuxième question, alors sur ce que disait Romy Broman et qui m'interpelle, c'est-à-dire on ne peut pas juger où passe le crime politique, à quel moment on juge 2 ou 3 personnes, une dizaine de personnes, des militaires qui ont commis des massacres, et tous ceux qui ont couvert les massacres, et tous ceux qui ont fait de l'économie de guerre, qui ont profité d'une certaine manière et qui ont alimenté la machine à massacrer par des activités qui ne sont pas politiques. Et je crois que là, effectivement, c'est difficile de choisir, mais personnellement, j'irais dans le sens d'une incrimination, d'une criminalisation encore plus dure. Je vais dire pourquoi. La tendance générale, quand on sort d'une guerre, surtout où il y a eu des génocides, des massacres, c'est un ancien président de la République française qui le disait, qui est décédé maintenant, que voulez-vous que je fasse? Ça fait des centaines d'années qu'ils se massacrent. Il n'y a personne qui est responsable. Et il y a des massacres régulièrement. Les Hutus, les Tutsis, les Bosniaques, les Croates se massacrent. Il y a une espèce de fatalité. Si on raisonne comme ça, effectivement, on peut se dire, on tourne la page, c'est écrit dans les gènes culturels de ces civilisations. Et en réalité, on se rend compte qu'il y a des gens qui théorisent le crime, qui s'installent dans une radio, comme la radio d'Émile Colline. Je pense à Karadzic pour la théorisation des crimes de masse. Je pense à la radio d'Émile Colline au Rwanda qui distille la haine.
Il y a des gens qui exécutent. Donc, c'est vrai qu'il y a un conditionnement pour les génocides, pour les crimes culturels, politiques. C'est vrai qu'il y a une tradition. On ne peut pas faire comme si, pour ne pas tomber dans le crime de culturalisme, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une tradition de conflit, de guerre civile. Mais en réalité, à chaque fois, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui donnent des ordres. Et ces gens doivent être responsables. Et la Cour pénale internationale, qui juge quatre crimes, ou 4 types de crimes, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides, et un crime indéfinissable jusqu'à maintenant, qui est là, qui est le crime d'agression. Mais l'Assemblée générale des Nations unies s'est donné pour tâche de définir un jour. Ces 4 crimes ont des responsables. Et tout en acceptant et en avalisant la question de Romy Broman et en faisant droit à une interrogation légitime sur où s'arrête la liste des criminels, en quelque sorte, entre guillemets, je crois qu'il faut quand même montrer qu'on ne peut pas jouer avec le feu impunément. Et c'est pour cela que je pense, en définitive, que la solution libanaise n'est pas la bonne. On oublie, on ramène les mêmes, et peut-être qu'on recommence un jour. Ronnie Broman, et puis après Jacques Semelin, je demanderai. Oui, à côté du Liban, je citais l'Espagne. L'Espagne qui me semble être un modèle de transition politique, démocratique extrêmement intéressant à étudier, à comprendre. Il se trouve que c'est notre voisin, alors tout ce qui s'y passe est banal parce que finalement on aime bien porter son regard un peu plus loin vers l'exotisme. Mais enfin, il y a eu une guerre civile terrible en Espagne et puis une transition démocratique progressive qui s'est faite sans aucun jugement. Et il se trouve qu'aujourd'hui reviennent en Espagne un certain nombre de questions sur la guerre civile, à peu près 25 ans ou disons 30 ans après le début de la véritable transition démocratique. Pourquoi pas? C'est la seule question que je posais, c'est est-ce que la paix ne valait pas 30 ans? Est-ce que la paix civile, la reconstruction démocratique ne valait pas 30 ans? C'est ça que c'est le fiat justitia et perat mundi que je crains, c'est que justice soit faite et que le monde périsse, que le monde disparaisse. C'est cet engouement et c'est cette idéologisation de la justice que je cherche à critiquer, mais je vois bien, enfin je ne connais pas le Liban personnellement, mais je m'intéresse à ce qui s'y passe et je vois bien les problèmes, comment dire, l'ardeur avec laquelle les différentes factions ont enterré leurs crimes, intéressées évidemment qu'elles étaient à échapper à l'opprobre. Et puis on a l'impression qu'il y a un peu un syndicat des tueurs qui s'est constitué au Liban là-dessus. Donc je comprends bien, mais en même temps, il me semble qu'il ne faut pas faire passer par pertes et profits, enfin disons négliger cette question du temps. Et puis un mot sur l'amnistie. Quand vous dites que l'amnistie, c'est l'amnésie légale, je pense que vous utilisez une image qui ne fonctionne pas, parce que l'amnistie, c'est pas l'oubli. L'amnistie, c'est l'oubli juridique. Or, oui, non mais attendez, réfléchis. Il y a d'autres façons, disons, de rendre justice que de passer par les tribunaux. Et c'est pour ça que c'est sur cette focalisation sur le droit, le tribunal, la justice, le procureur, que, me semble-t-il, porte un certain nombre des problèmes. Le débat social, le débat politique, du colloque scientifique à la série dans un journal en passant par les documentaires et les feuilletons, il me semble qu'il y a bien d'autres lieux dans la société où les crimes peuvent être évoqués, où une réflexion sur ces crimes peut être engagée, le tout dans la perspective d'une construction démocratique, d'une pacification des rapports sociaux, et donc dans le souci d'éviter leur revenu. Donc je pense qu'il est trompeur d'établir une relation entre amnistie et amnestie. Entre amnésie, pardon, je fais le même lapsus que vous, entre amnésie et amnistie. L'amnistie des félons, des rebelles, etc., de l'OAS, n'a pas empêché un travail à la fois de mémoire et d'histoire extrêmement important sur l'Algérie. Non, mais c'est pour dire que donc ça n'était pas l'amnésie légale. Mais on peut se demander, mais juste un mot, comme Jacques Semelin a cité tout à l'heure le cas de l'Afrique du Sud. Dans le cas de l'Afrique du Sud, la commission Vérité et Réconciliation dépendait, je pense, beaucoup de l'image de son président, c'est-à-dire Desmond Tutu, qui, d'après ce que j'ai lu, faisait une espèce de mixte
de juridique, de politique et de religieux quand même, parce que donc il y a une dimension peut-être au-delà du politique, mais qui doit intervenir pour que, je ne sais pas si un traitement strictement scientifique, historique et politique peut suffire, parce qu'on a affaire ici à peut-être des souffrances qui dépassent, qui touchent à quelque chose de l'humain qui est trop fort. Jacques Semelin. Oui, sûrement sur ce plan-là, et je serais d'accord avec juste ce que vient de dire Ronnie sur la différence entre amnistie et amnésie. Je crois que c'est très important de garder au moins la tension entre les deux, puisque l'amnistie organise la non-poursuite des criminels, et l'État garantit cela. Il y a peut-être des gens qui ont rigolé ou souri tout à l'heure quand j'ai parlé de l'édit de Nantes, mais c'est très intéressant d'étudier le cadre de l'édit de Nantes, parce que après cet accord garanti par le pouvoir, il est interdit de parler des crimes des protestants ou des catholiques, sinon on va en prison. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, voyez. Donc ça, je crois que c'est très important. Et alors, dans le cas de l'Afrique du Sud, effectivement, il y a la dimension catharsis de la souffrance. En gros, mais on pourrait caricaturer ça. On pourrait dire, quand il y a des pleurs, il y a la souffrance dans la salle d'audience, c'est qu'on progresse, quoi. Enfin, je veux dire, attention, c'est aussi un problème, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est, disons, la construction des sessions en Afrique du Sud résulte d'un accord politique entre les anciens dirigeants de l'apartheid et les dirigeants de l'ANC, qui ont accepté de ne pas se poursuivre réciproquement. Donc tout ça est compliqué. Moi, je voudrais donner une autre approche qui peut-être paraîtra évidente, mais je craindrais qu'on s'enferme trop dans la technologie judiciaire de la transition pour ne pas aborder quand même, simplement, pardonnez-moi ce simple rappel historique, l'apport du droit international malgré tout au XXe siècle, parce que cette histoire du droit international, elle est pathétique. Elle est pathétique parce que c'est une histoire d'une bataille de l'homme contre l'homme. C'est au XXe siècle, bien sûr, que les crimes de masse les plus terribles ont été commis, mais bien entendu, les atrocités des êtres humains existent depuis que l'homme est l'homme. Vous n'avez qu'à lire l'Iliade pour cela. En revanche, c'est au XXe siècle, à la fin du XIXe et surtout au XXe siècle, que tout se passe comme si l'homme, allant de plus en plus dans la transgression des tabous, dans la dimension massive de ces meurtres de masse, que ce soit chez les Arméniens, les Ukrainiens, pour ne pas les oublier, les Juifs, etc., eh bien, on produit des normes juridiques, des normes internationales, pour dire, ben non, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, il faut faire stop. Non, c'est interdit. Bon, ce sont des normes. La notion de crime contre l'humanité, elle vient du massacre des Arméniens, une expression qui est utilisée par la France et l'Angleterre. La notion de crime contre l'humanité, elle est aussi utilisée par un journaliste américain après son retour du voyage au Congo, quand il a constaté la manière dont les Belges traitaient les gens là-bas. Donc, voilà, ces notions, en fait, émergent dans la conscience humaine à partir de la réalité des violences au XXe siècle. Et ça, bon, pardonnez-moi, on peut dire que c'est, entre guillemets, un progrès, si on peut prendre ce terme, de la conscience universelle. Alors, simplement, ces normes, elles existent, mais elles sont tout le temps bafouées. Tout le temps bafouées. Par exemple, prenez celle qui est c'est le texte qui a le plus de jurisprudence, c'est-à-dire les conventions de Genève sur les crimes de guerre. Bon, parce que crimes contre l'humanité, crimes de génocide, il ne faut pas non plus se faire d'illusions, ils ont été très peu, jusqu'à ces années récentes, utilisés dans les tribunaux. Eh bien, les armes à fragmentation qui ont été utilisées, par exemple, dans la guerre au Liban, eh bien, elles relèvent. On n'a pas le droit de les utiliser parce qu'on sait très bien que ça fait des morts dans la population civile. On sait très bien que la distinction entre combattants et non-combattants, elle n'existe plus. Bon, ben c'est pas grave, c'est pas que Israël qui les a. Il y a au moins une cinquantaine de pays à travers le monde qui possèdent ces armes. Il y a au moins une cinquantaine d'entreprises à travers le monde qui produisent ces armes à fragmentation. Donc voilà, les normes existent, mais moi je pense que c'est important que ces normes existent. Alors après, leur applicabilité dans les conflits contemporains, que ce soit dans le cours de la guerre, on pourrait parler de la Tchétchénie aussi, ou du Darfour, ou après, là on rentre dans une technologie politico-judiciaire, parce que le droit est politique.
Bien sûr que le droit est politique, il n'y a pas de science juridique. Je ne sais pas s'il y a des juristes ici, mais moi je ne crois pas à la science juridique, ce n'est pas possible. Le droit est politique. La convention sur le génocide qui a été adoptée en 1948 ici à Paris, on le sait trop peu, elle résulte d'un accord entre les États. Donc le droit est politique et on en use politiquement. Bon, donc il y a tout un travail à faire. Mais c'est ça qui est intéressant malgré tout dans la tragédie contemporaine, c'est qu'il y a des initiatives. La justice internationale, elle n'est pas bien sûr clé en main, elle évolue, elle est multiforme. Comme je vous disais tout à l'heure, de mon point de vue, c'est du bricolage, et c'est dans ce bricolage que peut-être va se construire quelque chose qui est une justice de compromis, qui sera toujours compliquée, et qui fera peut-être la part entre l'amnistie, la poursuite de certains, la transition, je ne sais trop, mais voilà un peu comment je voulais rajouter. Merci Jacques. Alors, je vais passer la parole à nos étudiants qui ont préparé des questions. À vous. Bonjour, François de l'ISEC Paris. Vous parlez d'évolution de la justice internationale, justement, après que les États-Unis soient partis en guerre en Irak contre l'avis de l'ONU. Comment aujourd'hui créer une justice ou des instances internationales qui pourraient exister sans l'aval des puissances mondiales d'aujourd'hui et de demain? Merci. Il faut rappeler que les États-Unis avaient signé dans un premier temps le traité de la Cour, enfin créé la Cour pénale internationale, et que sous Clinton, et donc que Bush a retiré la signature. Je ne sais pas, peut-être Joseph Maïla sur ce sujet. Oui, alors, la question est intéressante, mais précisément, je vais aller dans le sens de Jacques Semblin, le droit est politique. Et à la limite, quelqu'un de très scénique, de très réaliste sur le plan international vous dira, je ne vois pas le rapport entre ce que sont en train de faire les Américains en Irak et la justice internationale. Ce serait très cynique. Mais en réalité, les Américains ont contourné la décision de faire la guerre et ont utilisé la force pour renverser le régime de Saddam Hussein. Alors peut-être un petit rappel, parce qu'on ne le sait pas, je suis sûr que beaucoup le savent ici, la guerre est illégale. Dans l'ordre international, il est interdit de faire la guerre. Depuis la création de l'ONU en 1945, vous avez un article 2, paragraphe 4 des Nations Unies et un article 51 qui disent pour utiliser la force, il faut passer par le Conseil de sécurité. Donc on ne peut pas se faire justice soi-même. Bon. Sauf dans un seul cas, c'est l'article 51, quand vous êtes attaqué, c'est la légitime défense, vous avez le droit de vous défendre. En attendant que le Conseil de sécurité vous dessaisisse de votre propre défense et qui vous défende, en quelque sorte, qui se substitue à vous. C'est ce qu'on appelle le principe de la sécurité collective pensée au niveau international. Alors c'est là où je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, le droit est politique, n'est-ce pas ? Les normes sont posées, elles sont tous les jours violées, et on construit à partir de ces normes quelque chose qui essaye de ressembler à une humanité qui s'organise au plan international. Le principe dans l'ordre international, c'est l'anarchie. Mais pas l'anarchie entendue au sens de la pagaille, mais disons anarchos, sans pouvoir, il n'y a pas de pouvoir au-dessus du pouvoir souverain de l'État, sauf celui que l'État décide volontairement de déléguer à l'ordre international par le traité. Si je m'engage par traité à faire telle ou telle chose, il faut que je le respecte. Et je délègue à ce moment-là une partie de ma souveraineté, une partie de mes prérogatives à l'ordre international. Et si je ne les respecte pas, si vous ne les respectez pas, il y a un principe très idéaliste qui s'appelle pacta sunt servanda. Il faut de bonne foi être fidèle aux accords qu'on a signés. Si je ne les respecte pas, il n'y a pas grand-chose à faire dans l'ordre actuel. Donc, les États-Unis aujourd'hui sont allés contre l'avis de l'ONU. Ils n'ont pas obtenu une autorisation de l'ONU pour cette guerre, contrairement à la première guerre du Golfe, où il y avait eu un feu vert des Nations Unies. Et je pense que c'est Pérez de Cuéllar qui disait à cette époque-là, ce n'est pas la guerre de l'ONU parce que l'ONU n'a pas une armée, mais c'est une guerre autorisée par l'ONU. C'est peut-être parler de manière encore plus précise. La dernière guerre, celle de 2003, n'a pas été autorisée par l'ONU. Alors quelles vont être les sanctions ? Alors, les sanctions, il n'y aura pas de sanctions sur le plan politique. Il y aura pourtant un peuple il y a eu 655 000 morts, c'est le dernier rapport qui a été avancé. Il y a des crimes de guerre tous les jours. Peut-être qu'à ce moment-là, on peut penser effectivement
que ces crimes qui sont prévus par la Convention de Genève, qui peuvent relever comme crimes de guerre ou comme crimes contre l'humanité de la Cour pénale internationale pourront être jugés? Non. Les États-Unis n'ont pas signé la Cour pénale, le traité de Rome, et donc échappent à cela. Et ils le savaient très bien, dans la mesure où de plus en plus d'États, notamment d'États occidentaux, sont engagés dans de grandes opérations internationales et ne souhaitent pas voir leurs soldats, pour un oui, pour un non, mais disons pour un oui, pour un non, c'est une manière très euphémique de parler. Je veux dire, c'est quand même des crimes importants. Mais désirent faire échapper leurs ressortissants ou leurs propres soldats, en l'occurrence, à la justice internationale. Et donc, il n'y a pas de grand-chose à faire, sauf une conscience civique internationale qui interdise de telles transgressions de l'ordre interne. Oui, merci. Conscience civique internationale, là je m'adresse à l'homme des ONG, parce qu'effectivement, l'ordre international, comme on le sait, est quand même dominé par un acteur super puissant, les États-Unis. Et donc, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'un État superpuissant, est-ce que c'est possible de concevoir un ordre international dans ces conditions-là? Que vont faire les petits États? Est-ce que les gros États vont pas effectivement tordre les choses? Et donc, on se pose aussi un peu la question, est-ce que le développement d'un ordre international ne va pas passer par ailleurs, c'est-à-dire par justement cette conscience civique internationale, par des organisations non gouvernementales? Enfin, jusqu'à un certain point, mais quand on parle d'international et de non gouvernemental, on est déjà dans une certaine contradiction, puisque l'international, c'est ce qui se joue entre les nations, donc entre les gouvernements qui les représentent, et ce qui est de l'ordre du non gouvernemental est à un autre niveau. Mais enfin, je crois que l'ONU, en tant que lieu où se joue une partie des relations internationales, considère, vous l'avez très très bien montré dans le livre que vous avez écrit sur les ONG, considère les ONG un peu comme leur opinion publique, comme le relais par lequel elle doit passer pour atteindre le niveau social, pour atteindre, disons, l'esprit des gens. Et elle n'a pas tort, parce que la plupart des ONG se reconnaissent effectivement, et on le comprend, dans les principes de l'ONU. Et il y a entre les deux, entre ONU et ONG, un jeu qui, dans une certaine mesure, contourne les États, mais les englobe, puisqu'ils sont bien dans le dispositif onusien. Donc par cette espèce de tour de passe-passe dialectique, le jeu ONU-ONG, d'une certaine manière, contribue effectivement à l'installation. Bon, conscience civique internationale, ça me paraît peut-être un peu grandiose comme mot, mais bon, quelque chose de cet ordre-là, quoi. Moi, pour juste dire un mot sur la question à mon tour, je pense que la guerre en Irak n'a pas mis fin au rêve d'une justice internationale, en tout cas pas mis fin à l'idée d'une justice internationale, à l'idée réaliste d'une justice internationale dans les termes où j'en parlais. Mais évidemment, si vous pensez qu'il faut condamner, ce que je crois d'une certaine manière, d'un point de vue de justice, qu'il faut condamner les pilotes qui ont largué les bombes à fragmentation, qui plus est, dans les 2 derniers jours de la guerre du Liban, c'est-à-dire dans une intention perverse tout de même assez affirmée, s'il faut les faire comparaître, eux et ceux qui ont donné l'ordre de larguer ces bombes à fragmentation devant un tribunal, vous serez déçus, parce qu'on sait bien qu'ils ne comparaîtront jamais, pas plus que les tortionnaires d'Abu Ghraib ou de Guantanamo, et pas plus que George Bush lui-même, responsable indirect de la mort d'un certain nombre de gens. D'ailleurs, j'en profite pour dire que 655 000, moi je suis épidémiologiste de formation, oui c'est énorme, mais c'est irréaliste, c'est faux. Je ne sais pas où ils se sont trompés, mais je sais qu'ils se sont trompés. Enfin, cette enquête n'est pas sérieuse. On sait qu'il y a beaucoup de morts, il suffit d'être attentif aux informations quotidiennes. Mais enfin, il n'y a pas eu 650 000 morts, ça c'est techniquement tout à fait impossible. D'ailleurs, regrettable que des institutions aussi prestigieuses sur des sujets aussi sensibles et comment dire, qui irradient, si j'ose dire, partout, avancent avec une légèreté, une inconséquence technique pareille. Mais enfin bon, c'est pas la première fois. Donc voilà, je crois que quand même la question de la justice, elle n'est pas ruinée, elle n'est pas torpillée par la guerre américaine. Elle est affaiblie par le refus des Américains
d'y participer et de la soutenir naturellement, quoiqu'ils la soutiennent en Bosnie, ils la soutiennent au Soudan, mais évidemment ailleurs, ils la réfutent. C'est tout le problème de cet espace international, comme le disait Joseph Maïla, anarchique, c'est-à-dire n'étant pas soumis à une autorité centrale, et qui, par conséquent, ne peut pas fonctionner autrement que sous un régime de plusieurs poids et plusieurs mesures, selon la nature des crimes, selon la nature des auteurs, selon l'identité des auteurs de crimes. On sait qu'il y aura des régimes différents. Combien de temps ça va pouvoir durer? Ça, je ne sais pas. C'est une autre question qu'on peut poser dans le débat. Est-ce qu'il y a un moment, je ne sais pas, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, où un certain nombre d'États vont dire on a accepté de jouer le jeu de la justice, je ne sais pas, au Congo, au Libéria, au Soudan, on a accepté de jouer le jeu de la justice, mais on s'aperçoit que les seuls qui sont jugés sont ceux qui sont trop faibles pour échapper à la justice. Et si c'est effectivement le cas, alors oui, je pense que le principe même de la justice internationale sera mis en question. Mais il me semble qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Jacques Semelin, sur cette question. Juste un mot, parce que je crois qu'il faut peut-être prendre d'autres questions. Moi, je voudrais simplement peut-être reformuler la question en disant que peut-être ce n'est pas la guerre en Irak qui peut ruiner ou pourrait ruiner le droit international, mais c'est quand même plutôt les attentats du 11 septembre 2001 du point de vue américain. Et là, si vous voulez, le regard historique, parce que j'ai une petite formation d'historien par ailleurs, est utile. Il faut comprendre la formation de la CPI en 2002 à la fin de la décennie des années 1990, où ce droit international, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, etc., a été réactivé, en fait, je dirais presque pour la première fois, à la fin de la guerre froide, par les conflits comme l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, la Sierra Leone. Et donc, on voit en 1998, puisque les accords de la CPI datent de 1998, se créer donc une nouvelle instance qui se veut supranationale, mais elle n'est pas supranationale, puisqu'elle résulte d'un accord entre les États, se constituer, et les États qui l'ont ratifié étaient suffisamment nombreux en juin 2002. Bon. Mais entre-temps, il y a eu les attentats du 11 septembre, et voilà... par rapport au terrorisme, n'est-ce pas, tout est justifiable, puisqu'on est dans une stratégie de la peur, de la tension. Donc les terroristes sont des criminels, par définition. Ils ne relèvent d'aucun statut de guerre confère Guantanamo. Donc, si vous voulez, voilà, c'est là l'enjeu. C'est-à-dire, d'un côté, certains experts disent, ben voilà, le XXIe siècle a basculé avec le 11 septembre 2001, mais d'autres... comme René Raymond, par exemple, pour ne pas le citer, dit non, pour moi, le plus important, c'est quand même la constitution de la CPI en juin 2002. C'est pour moi plus porteur d'un nouvel avenir au XXIe siècle, et ce n'est pas les attentats du 11 septembre qui le remettront. Moi, je ne sais pas trancher entre ces deux interprétations, mais en tout cas, ce n'est pas, de mon point de vue, la guerre en Irak qui ruine la justice internationale. Merci. On va prendre une deuxième question d'étudiant. Bonjour, Éléonore de l'ISEC Paris. Pour continuer sur la question qu'on vient de poser, comment assurer la pérennité d'une institution supranationale face au changement de gouvernement des pays signataires? Merci. Oui, dans la mesure où ça relève de la signature des États-nations, est-ce que les États peuvent retirer leur signature? Est-ce que ce n'est pas effectivement une source de fragilité insurmontable d'une certaine façon des institutions? Peut-être on peut recommencer par Joseph Maïla pour répondre. Oui, effectivement, l'ordre international peut être ruiné en quelque sorte par le retrait des États de leurs engagements, le retour sur leurs engagements. Alors comment on peut solidifier une institution en se passant du contrat qu'il a créé? Je complique peut-être les choses, hein. Mais les institutions internationales résultent d'un contrat précisément, Ronnie Broman le disait tout à l'heure, international, c'est entre les nations. Donc si vous retirez votre confiance à l'institution telle qu'elle fonctionne, elle ne fonctionne plus. Je ne sais pas si les choses se passent comme ça en réalité. La seule institution internationale, mais je peux me tromper, qui s'est écroulée, c'est la SDN, c'est-à-dire la Société des Nations, qui a été remplacée par l'ONU. Donc vous voyez qu'elle s'est écroulée provisoirement et qu'il y a un nouveau contrat, une nouvelle manière de penser une organisation internationale. Il y a d'autres institutions où le contrat de base reste, mais où des États se mettent à plusieurs, ou parfois à un seul, comme c'est aujourd'hui le cas, pour empêcher son fonctionnement. Par exemple, nous sommes formellement
dans le monde d'aujourd'hui, dans le cadre du multilatéralisme défini par les différentes institutions de l'Organisation des Nations Unies, et en même temps tout le monde sait qu'il y a une nation qui peut jouer l'unilatéralisme dans un monde multilatéral. Donc le multilatéral existe, mais c'est l'exemple que vous donniez tout à l'heure, je décide d'aller à la guerre tout seul alors que la plupart des États m'ont dit de ne pas y aller. Donc on peut saboter, on peut freiner. Est-ce qu'on peut faire totalement disparaître et se passer du contrat international? À ce moment-là, nous serions dans puisque je parle devant un parterre d'étudiants, dans un cas de figure dessiné par Thomas Hobbes. Hein. Ce serait la guerre de tous contre tous et on serait dans un monde anarchique de décomposition. Et si les guerres civiles les plus atroces nous apprennent une chose, c'est que l'individu ne peut pas vivre isolé. Lorsque la Bosnie éclate, lorsque le Rwanda comme État n'existe plus, lorsque le Burundi qu'on a oublié se décompose, la recomposition se fait sur des bases collectives mais plus restreintes, ce que nous appellerions aujourd'hui de l'infranational. C'est-à-dire, lorsque vous n'existez plus comme citoyen, vous existez comme appartenant à une communauté. Lorsque la communauté religieuse se déchire, on voit des quartiers qui s'opposent. Hein. Je veux dire, on retrouve toujours du collectif. Il n'y a jamais de l'individuel pur. Hein. Il y a toujours un passage à un degré infranational ou une recomposition des identités. Lorsque yougoslave ne veut plus rien dire, on est bosniaque, ou croate, ou serbe. Lorsque libanais, puisque l'exemple a été donné, ne veut plus rien dire, on est maronite, grec-catholique, sunnite, chiite. Lorsque l'Irak ne veut plus rien dire, on est d'abord kurde, d'abord chiite, d'abord sunnite, d'abord turkmène, ou d'abord chaldéen ou nestorien. Merci. Jacques Semelin, sur cette question, oui. Juste, vous avez raison de soulever ce problème de la fragilité de la CPI de ce point de vue-là, mais malgré tout, le mérite, c'est qu'elle existe. C'est qu'elle existe, et son problème, c'est effectivement d'élargir sa légitimité internationale avec l'arrivée de nouveaux États signataires. Parce qu'il n'y a pas que les États-Unis qui n'en font pas partie. Hein. Il y a la Chine, la Russie, l'Inde, qui est pour Israël, donc il y a beaucoup d'États encore qui n'en font pas partie. Ceci dit, je voudrais rendre un petit peu plus compliqué la question en prenant par exemple le grand État, n'est-ce pas, américain. Parce que, vous savez qu'il est absolument contre, bien sûr, le principe de la Cour pénale internationale, qu'il a signé des accords, que les États-Unis tentent de signer des accords bilatéraux pour empêcher que leurs propres soldats soient incriminés par cette Cour, etc. Mais par exemple, si vous prenez le cas du Darfour, les États-Unis ont été très forts par la voix de Colin Powell, avant l'élection de Bush, pour dire c'est un génocide au Darfour. Alors on pourrait aller en avant pour justifier ou argumenter les raisons politiques, voire internes, pour lesquelles Colin Powell a eu cette proposition, a été dans le sens de la surenchère. Il y a des organisations comme MSF qui ont dit non, c'est peut-être pas forcément un génocide. Hein. Mais est venue ensuite la demande de l'incrimination des crimes commis au Darfour devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, on a vu un phénomène assez étonnant, c'est que les États-Unis, pour ne pas se déjuger en quelque sorte par rapport à leur discours sur la question du génocide au Darfour, finalement, n'ont pas mis leur veto pour que la CPI ne soit pas saisie de cette affaire. Et donc la CPI, maintenant, elle a le Darfour sur le dos. Donc on voit bien que, si vous voulez, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que cette justice internationale qui est faible, etc., finalement, elle est un acteur dans un ensemble, dans ce qu'on pourrait appeler un espace judiciaire international embryonnaire, et que même une grande puissance comme les États-Unis, oui, sont supposés quand même, même très timidement, composer avec. Oui, je rajouterai rien, sauf que ils sont prêts à composer avec tant que ce ne sont pas leurs ressortissants qui comparaissent devant la Cour. Je dis ça sans ironie, juste pour préciser qu'ils peuvent effectivement soutenir la Cour pénale internationale ou une incrimination internationale quelconque, dès lors que ce n'est pas l'un de leurs soldats ou l'un de leurs représentants. Merci. Alors je vais donner la parole à la salle. Je crois qu'il y a des micros qui peuvent circuler. Si vous pouvez vous manifester, oui.
Donc, bonjour, Cédric de Paris. Alors j'aurais souhaité soulever le problème de la légitimité de certaines organisations internationales. Tout à l'heure, on a un petit peu parlé de l'ONU. L'ONU qui a été créée dans le contexte que l'on sait pour faire suite à la morte SDN. Moi, ma question, ce serait par rapport un petit peu à l'OTAN. Alors, l'OTAN, on a un petit peu tendance à l'oublier. C'est une organisation qui, à l'époque, faisait face au pacte de Varsovie aux côtés donc de l'Union soviétique. Alors, l'OTAN, finalement, n'a plus forcément de légitimité puisque le bloc soviétique s'est effondré et pourtant, on l'a vu intervenir, notamment au Kosovo. Donc moi, je me poserais vraiment la question de savoir, quelque part, comment on peut légitimement trouver vraiment une légitimité, je me répète, excusez-moi, mais pour justement l'OTAN. Oui. Peut-être Jacques Semelin sur ce sujet. Parce que je veux pas. Je pense que votre question est assez intéressante dans la mesure où il s'agirait d'articuler les différentes institutions internationales, et l'OTAN en est une. Et pour être vraiment très bref, je trouve qu'il y a le cas de l'ex-Yougoslavie, c'est un désastre, comme vous le savez, pas besoin d'y insister, sauf malgré tout le cas de la Macédoine. Et la Macédoine, c'est la crise qui arrive en 2001, 2002, etc., qui aurait pu vraiment tourner à une guerre civile, et où il semble que, disons, entre guillemets, la communauté internationale, parce que je déteste ce terme, s'est retroussé les manches pour dire bon, on va y faire notre possible pour que ça ne se passe pas. Et donc là, on a vu quoi? On a vu l'ONU, on a vu l'OTAN, on a vu l'OSCE, l'Union européenne s'articuler avec les acteurs locaux pour trouver, disons, une solution politique transitoire à la crise qui dure toujours. Donc je ne sais pas si c'est une manière de répondre à votre question, mais en tout cas, c'est une situation concrète à laquelle on peut réfléchir. Merci. Joseph Maïla. Oui, c'est intéressant cette question sur l'OTAN parce qu'elle pose effectivement l'image, la représentation que l'on peut avoir de la communauté internationale avec toutes les appréhensions et les restrictions que l'on peut mettre à ce terme. Et effectivement, il faudrait peut-être en parler un peu plus explicitement lorsque le Conseil de sécurité décide que vous avez immédiatement la communauté internationale. Et la communauté internationale, c'est au fond les 5 États qui n'ont pas opposé leur veto. Les autres aussi, qui font partie du Conseil de sécurité, mais il suffit qu'il y ait un seul qui oppose son veto, qui a le droit d'opposer un veto qui l'oppose, pour qu'on ne parle plus de communauté internationale. C'est quand même paradoxal que cela se tienne à 5 États. Mais sur l'OTAN, l'OTAN est effectivement une organisation qui est née de la guerre froide. Le pacte de Varsovie disparaît, le mur de fer de Berlin disparaît. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et on voit l'OTAN se battre aujourd'hui en Afghanistan. Et on se dit, mais il y a quelque chose. Et c'est là où votre question est légitime, qui pose la légitimité d'une action comme celle de l'OTAN qui s'étend jusqu'en Afghanistan. Alors ça, c'est un véritable problème. Où est, dans l'organisation internationale aujourd'hui, l'instance internationale de régulation militaire, pour dire les choses clairement, elle n'existe pas, qui serait capable de s'opposer. Chaque fois qu'il y a un problème d'intervention, on monte des coalitions ad hoc. Le secrétaire général dit, écoutez, il y a une action qui a été décidée pour l'Irak, qui veut faire partir des contingents pour se battre dans ce pays. Et l'OTAN, qui représente la quintessence de la puissance militaire au plan international aujourd'hui, obéit à une logique proprement occidentale. Mais là encore, moi je ne désespère pas, et j'irai dans le sens de ce que disait Jacques Semelin, il faut faire avec. Il y a un chapitre 8 des Nations Unies qui n'a jamais été aussi mis en vigueur qu'aujourd'hui, qui consiste à dire la chose suivante. La sécurité devrait être d'abord principe de subsidiarité du fait des organisations régionales. Mais ces organisations régionales ne peuvent pas agir d'elles-mêmes. Elles doivent agir en coordination avec le Conseil de sécurité, avec l'organisation internationale, de telle sorte que le Conseil de sécurité peut commander des opérations de sécurité à telle ou telle organisation. Mais quel est l'équivalent mondial de l'OTAN? Je n'en connais pas. Je ne vois pas qui, en Afrique, si vous pensez à l'Union africaine, a suffisamment de troupes. Regardez le drame du Darfour. On a 7000 hommes de l'Union africaine, ils sont incapables d'arrêter les massacres. Et maintenant, on veut passer à 12 000 ou à 20 000 hommes au Darfour, commandés par les Nations Unies, et vous avez le régime de Khartoum qui dit « Ah non, ingérence dans les affaires internes ».
l'Union africaine ne s'était pas ingérée tant qu'elle était faible. Quand l'ONU monte en puissance, on se dit « Ah, c'est une ingérence qui est une véritable ingérence ». Pourquoi? Parce que c'est des troupes qui vont non seulement être présentes, mais efficaces. Bon, donc il y a un problème à repenser dans l'ordre international après le 11 septembre. Et c'est vrai que, et je termine là-dessus, que l'Organisation des Nations Unies est responsable de la paix et de la sécurité internationale. Vous avez, c'est un domaine immense, à partir du 11 septembre, un ensemble de menaces qui ne sont plus des menaces militaires. Le terrorisme peut être considéré comme une menace militaire, mais d'un autre type. Elle ne vient pas directement d'un État. Donc le Conseil de sécurité se livre à des contorsions juridiques pour dire « mais le terrorisme, ça ressemble à une menace contre la paix internationale, donc je l'assimile à telle ou telle affaire ». Haïti, on a décidé à Haïti d'aller restaurer la démocratie à Haïti. Ce n'était pas prévu dans l'ordre des missions ou de la charge des... On a considéré que le fait qu'il y ait un coup d'État à Haïti était susceptible de mettre en cause la sécurité internationale. Vous voyez un peu, bon, Haïti remettant en cause la sécurité internationale, on ne voit pas comment. Hein. Et pourtant, on essaye d'inventer, et je veux dire c'est très louable, hein, d'inventer des manières de se saisir de menaces qui ne sont plus des menaces classiques, pour essayer de penser une sécurité qui n'est plus uniquement militaire, et en tout cas qui n'est plus militaire dans le style des menaces guerre froide, hein, style guerre froide, hein, ou la menace atomique. Hein. Le sida est une menace, mais ce n'est pas une menace pour l'Afrique, c'est une calamité, c'est une catastrophe. Bon, on ne peut pas dire que ce soit une menace militaire. Merci. On va prendre une autre question de la salle. Oui. Bonsoir, Clémence de Paradis-Nanterre. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que le principe de complémentarité qui est au cœur du fonctionnement de la CPI ne remet pas en cause en fait l'idée même d'une justice supranationale, du moins en droit pénal? Et je pensais plus particulièrement au cas où on a des États qui pratiquent la peine capitale alors que la CPI et les tribunaux ad hoc avant se limitent à l'emprisonnement à perpétuité. Voilà. Jacques Semelin, peut-être? Non, non. Ou Rodi Broman? Ben, c'est une question, oui, c'est une question difficile. En plus, il y a un aspect, disons, technique, enfin, si on peut parler de technique pour le problème que vous posez, qui est celui de la peine de mort. Mais moi, enfin, je pense que cette remise en question que vous évoquez, c'est-à-dire le fait que des crimes relevant en principe de la Cour pénale internationale pourraient être jugés par des juridictions nationales et les auteurs reconnus coupables punis de la peine de mort, je pense que malgré tout, dans le système tout de même assez approximatif, le tâtonnement qui, bien légitime, comment en serait-il autrement, qui caractérise l'avancée dans ce domaine, je pense que c'est la moins mauvaise des solutions et que ce principe, que j'appellerais plutôt d'ailleurs de subsidiarité que de complémentarité, doit être respecté. Pourquoi? En un mot, parce qu'il est celui qui est le plus proche d'un principe essentiel de la justice, me semble-t-il, qui est le principe de territorialité. Que les criminels soient jugés, enfin que en tout cas les supposés criminels, soient jugés sur le territoire où ces crimes ont été commis. C'est d'ailleurs l'un des problèmes du procès Eichmann, ce principe d'extraterritorialité qui avait été, enfin ce principe de territorialité qui avait été violé. Il y a toute une jurisprudence, une discussion juridique passionnante engagée par la Cour de Jérusalem là-dessus. Je ne rentrerai évidemment pas dedans. Mais il me semble que la difficulté bien réelle que vous pointez ne l'emporte pas sur l'intérêt d'une distribution quand même assez sage et assez, disons, élaborée sur le plan politique, qui est celle du principe de subsidiarité, où finalement ne reviennent à la Cour pénale internationale que les crimes qu'un État donné, pour une raison ou pour une autre, ne parvient pas à juger, soit parce qu'il est dans l'impossibilité, par exemple pour des raisons de sécurité, la sécurité des témoins, la sécurité de la Cour, enfin de l'ensemble du dispositif, ou bien des entraves d'ordre politique, lesquelles pourraient être brisées, en tout cas surmontées, par la Cour pénale internationale dans ce cas-là.
Oui, tout à fait d'accord avec Ronnie Broman. Simplement, j'ajouterai la chose suivante. À partir du principe de territorialité, c'est vrai qu'il faut utiliser le terme de subsidiarité, mais regardez ce qui s'est passé il y a juste quelques jours. On sait que tout doit s'arrêter en matière de jugement au Rwanda en 2010. Le tribunal pénal international pour le Rwanda s'est fixé cette date. Le tribunal n'arrive pas à gérer tous les procès qui viennent devant lui. Il a pris une décision assez extraordinaire, c'est de décider de pouvoir déléguer son autorité pour que des criminels, notamment on pense à deux qui sont présents en France, qui ont commis, qui ont participé au génocide au Rwanda et qui sont actuellement en France, puissent être soit jugés, soit extradés pour être jugés devant les tribunaux français. Alors nos amis belges avaient tenté la loi sur la loi de compétence universelle, n'est-ce pas, les tribunaux belges s'estimant compétents pour juger de n'importe quel crime contre l'humanité, il suffit de porter plainte, et ça a été fait notamment pour les massacres de Sabra et Shatila par des avocats qui sont présentés devant les tribunaux belges en disant « mais nous voulons que M. Sharon soit jugé », et la justice belge s'était déclarée dans un premier temps compétente. Le principe est tellement contraire, contradictoire aux mœurs, à la représentation, à la configuration actuelle du monde et des relations internationales, que le Parlement belge a aussitôt mis des réserves et des restrictions à la loi qu'il avait votée et qui autorisait ce principe dit de compétence universelle. Merci. D'autres questions de la salle? Il y a deux... Je ne vois pas. Oui, là, ben voilà. Bonjour Pierre, 92. J'ai un certain âge, je me souviens qu'à une certaine époque, un certain Brejnev avait dit qu'il y avait une souveraineté limitée des États du pacte de Varsovie. Aujourd'hui, étant donné que la Russie est dans le Conseil de sécurité, qu'est-ce qui est envisageable, faisable, imaginable un jour par rapport à ce qui se passe dans les ex-États satellites de l'ex-URSS? En particulier, vous pensez à la Tchétchénie, par exemple. Par exemple, oui. Non, mais vous pensez à la Tchétchénie ou à tout ce qui a pu être commis comme crime sous le communisme et qui n'a pas du tout été passible de quoi que ce soit? Je pensais plutôt à ce qui peut se passer aujourd'hui. En Tchétchénie? Oui, par exemple, ou dans d'autres petites républiques dont on parle moins, en Asie centrale. Si je peux répondre à cette question, je vais dire pas grand-chose, puisque pas grand-chose en principe, puisque en fait la Russie est dans le Conseil de sécurité, donc elle est à même de bloquer toute procédure qui pourrait venir donc de cette instance. Et peut-être que la seule bataille qui se joue, c'est la bataille, on n'en a pas trop parlé, sauf un petit peu, de la publicité, de la bataille médiatique. Il ne peut pas y avoir de bataille juridique sans bataille médiatique, sans un travail de l'opinion. Et ces deux registres vont de pair. C'est vrai que, bon, par exemple, à La Haye, il y a un service de communication qui est très bien fait, puisque le but est précisément de publiciser les décisions du tribunal. Et inversement, les ONG, elles ont été actives pour la Cour à Rome, sont là pour mettre sur la scène publique les crimes qui sont commis en Tchétchénie. Donc, moi, je n'imagine pas aujourd'hui, malheureusement, à moins qu'il y aurait un artifice possible, la CPI poursuivre les crimes qui sont commis là-bas. Et c'est vrai que le juge argentin, le président de la CPI d'origine donc argentine, qui s'est illustré dans son pays dans la lutte notamment contre Pinochet, est très tiraillé entre les pressions des États et ce qu'il peut pouvoir, ce qu'il va pouvoir malgré tout engager comme procédure d'incrimination. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'en a pas parlé, mais cette justice dite internationale, elle est, pour l'instant, consiste à juger des pays qui sont africains, des personnes qui sont en Afrique. Donc en fait, on pourrait presque, pour caricaturer, dire c'est les Blancs évolués, civilisés, qui jugent les bêtises des Noirs.
Mais pour l'instant, le mouvement qui consisterait, à partir de la CPI, je ne parle pas du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, à aller vers des crimes commis par les Blancs contre des Blancs, pas trop. Mais est-ce qu'on ne touche pas aussi du doigt avec le cas de la Tchétchénie? Je vais poser la question à Ronnie Broman, peut-être aussi cette terrible évidence de l'action a posteriori, c'est-à-dire que les tribunaux ils jugent des crimes qui ont eu lieu après coup, parfois avec beaucoup de temps écoulé, comme vous le disiez tout à l'heure. Il faut peut-être que du temps se passe, mais il y a des massacres au jour le jour en Tchétchénie, etc. Et donc là, est-ce que c'est pas aussi une des choses qui fait froid dans le dos dans le recours au juridique, se dire dans le fond c'est quand même une impuissance terrible par rapport à des choses qui ont lieu au jour le jour, au présent. Ah oui, de toute façon, la justice, elle juge les crimes commis après coup. Oui, mais est-ce qu'il y a une valeur, je veux dire, de prévention est-ce que ça fait partie de votre hypothèse, par exemple, dans l'idée s'il faut encourager ce type d'institution? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une valeur de prévention des conflits? Est-ce que ça peut faire reculer un pouvoir fort, par exemple? Faire reculer un pouvoir fort, je n'irai pas jusque-là. Mais d'ailleurs, c'est la question que je me pose, moi aussi. Je ne sais pas, je n'ai pas véritablement de réponse. Mais j'ai quelques éléments qui vont dans le sens d'une réponse positive, malgré tout. J'ai par exemple, j'ai vécu moi-même cette expérience et plusieurs amis de Médecins sans frontières ou des gens que je connais à MSF m'ont confirmé l'avoir vécu également. Cette expérience, c'est de rencontrer un barrage militaire au milieu d'un pays en guerre, au Congo, au Libéria, au Soudan. Je cite ces pays parce que ça s'est passé dans ces pays nommément. Un officier, un sous-officier, un milicien, enfin disons un homme en armes, un participant au conflit, qui nous laissait passer en nous demandant de nous souvenir de sa tête, des circonstances, dans l'idée de pouvoir témoigner à décharge, de témoigner pour sa défense, au cas où un jour il serait déféré devant une cour de justice. Ce qui montre que cette idée de la justice internationale a tout de même une certaine vie dans l'esprit. Enfin, elle circule, elle n'est pas que dans des amphis lambrissés aussi prestigieux que celui-ci, ou à La Haye, ou à Genève, ou bien dans les lieux où elle est installée, comme à Arusha. Elle est aussi, disons, elle existe sur le terrain des guerres. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il me semble qu'on ne réfléchit pas suffisamment, en tout cas moi, peut-être qu'on le fait, mais moi je n'ai pas été touché par cette réflexion, je ne l'ai pas croisée. On ne réfléchit peut-être pas suffisamment au niveau auquel la justice doit s'appliquer, parce que on a dans l'idée, et c'est un principe philosophique évidemment très respectable, dans lequel moi je me reconnais aussi, on a dans l'idée que le donneur d'ordre est bien plus responsable et bien plus coupable que l'exécutant, puisqu'il a voulu, et que le principe de l'intentionnalité, le principe de volonté, comme d'ailleurs celui de territorialité, est au cœur de nos dispositifs. Je signale que ça n'a pas toujours été le cas. À l'époque où on faisait des procès des animaux, la question de la volonté n'était pas en jeu. Donc c'est vraiment un principe disons, de justice démocratique extrêmement important. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on ne pose pas du tout la question des exécutants. Mais moi, je me demande si mettre le doigt sur des exécutants en leur disant « vous serez les premiers parce que vous êtes plus vulnérables que vos chefs, et puis vous avez les mains dans le sang parce que c'est vous qui tenez les fusils, c'est vous qui tenez les barrages, c'est vous qui êtes aux commandes des hélicoptères, enfin bref, c'est vous qui exécutez les massacres, donc vous serez jugés en premier ». Je me demande si ça n'aurait pas des vertus, disons, préventives plus importantes, parce que des gens en situation d'exécution se sentent plus vulnérables que des gens en situation de commande. Et après tout, les gens en situation de commande, quand ils n'ont pas des exécutants pour faire le sale boulot, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc je livre comme ça cette idée sur la possibilité éventuelle, peut-être pas d'une inversion, mais en tout cas d'une prise au sérieux de l'échelon moyen de la commission des crimes et d'une remise en question de la concentration, de la priorité mise au jugement des grands criminels, c'est-à-dire des donneurs d'ordre. Merci. Sur la prévention des conflits, Joseph Maïla. Oui, alors sur la prévention des conflits,
La question qui a été posée est extrêmement intéressante, à savoir, au fond, il y avait une doctrine que, sans doute, qui a été oubliée et qui n'est pas connue par beaucoup dans la salle, puisqu'elle date des années 70, la doctrine de la souveraineté limitée de M. Brejnev, hein, qui disait, au fond, vous êtes à côté de moi, vous n'avez pas le droit de penser sans moi, et vous n'avez pas le droit d'agir comme vous entendez le faire. Ça a été la doctrine qui a été imposée par le biais du pacte de Varsovie à l'ensemble des satellites européens. On la voit revenir aujourd'hui, et c'est une des raisons de conflits potentiels. Par exemple, le Tibet. Tout le monde sait que la Chine est en train de siniser le Tibet, de le rendre de plus en plus chinois. On vient de créer une ligne TGV ou similaire qui va faire en sorte que de plus en plus de Chinois vont aller s'installer au Tibet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi pendant longtemps, la Syrie et le Liban étaient dans cette logique de la souveraineté limitée. Vous avez un conflit qui est en train peut-être de naître aujourd'hui, mais personne n'en entend parler. Il y a le Haut-Karabakh, bien sûr. Il y a le conflit de la Transnistrie. La Transnistrie, c'est un petit territoire qui est situé entre la Moldavie et l'Ukraine, qui a proclamé son indépendance dans l'indifférence générale. Parce que les Moldaves qui sont pro-roumains ne veulent pas entendre parler. Et ont décidé de se rattacher à la Russie, contrairement à l'avis de l'Ukraine. Bon, c'est un conflit extrêmement compliqué. Il y a des peuples comme le peuple gagouaz, qui est un peuple roumain, qui va avoir son indépendance. Alors, tout cela pour penser à la prévention des conflits. On a affaire à des revendications de type identitaire, de plus en plus, dans certaines régions du monde, qui peuvent dégénérer dans des conflits potentiels. Toute l'idée, c'est d'ores et déjà de mettre en avant des procédures de régulation par la médiation ou bien des procédures de prévention de type militaire. Et Jacques Semelin, tout à l'heure, donnait l'exemple de la Macédoine, qui est peut-être le seul, qui est certainement le seul, pas peut-être, exemple de prévention de conflit qui a été traité en urgence à partir de 1994-95, puisqu'on s'est dit la Yougoslavie est en train de brûler. Un pays qui ressemble du point de vue de sa composition ethnique à la Yougoslavie, c'est la Macédoine. Le feu risque d'agir dans cette région. On a dépêché une force, qui était une force détachée d'ailleurs de la FOR PRONU, qui était la force de protection des Nations Unies pour la Yougoslavie. On l'a appelée la FOR des PRONU, n'est-ce pas, de prévention, et on l'a envoyée en Macédoine pour faire à la fois de la régulation politique et en même temps de la prévention militaire. Et on a empêché que la Macédoine ne bascule dans le circuit de généralisation des guerres yougoslaves. On a réussi à le faire, mais trop tardivement, enfin c'était trop tard, on a agi a posteriori dans le cas du Kosovo. Mais dans le cas de la Macédoine, on a anticipé et on a eu raison. Et l'avenir de la solution des conflits, elle est dans une vigilance de plus en plus grande sur le principe de la prévention. Mais ça veut dire une chose, mais ça je ne sais pas si Ronnie Broman sera d'accord avec moi, sur cette question de l'ingérence, parce qu'il y a quelque part, on y va, hein, il faut y aller dès qu'on... Et si le principe de non-ingérence est toujours contesté et contestable, et notamment du point de vue des pays du tiers-monde, ou de l'ancien tiers-monde dit pays en voie de développement aujourd'hui, le principe de non-assistance et le principe de non-indifférence. Non-assistance est un principe qui sanctionne. Enfin, je veux dire, quand il y a non-assistance de personnes en danger dans l'ordre interne, c'est passible de prison, en tout cas de peine légale. Et puis aussi le droit pour les peuples qui souffrent de ne pas avoir devant eux un mur d'indifférence. Voilà. Alors, un dernier mot justement, parce qu'on va arriver au terme de notre débat. Peut-être Jacques Semelin et puis après Ronnie Broman sur cette question. Je ne sais pas, moi je voulais enchaîner aussi sur la question plus précise, en fait, justice internationale, facteur de prévention. Moi j'aurais tendance à dire mon scepticisme à nouveau, mais 3 petits points. Voilà, donc pourquoi ? Parce que ne pas oublier qu'elle renaît, cette justice internationale, en 1993 avec la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en 1993, c'est-à-dire en plein conflit, en pleine guerre. Donc le message qui est derrière ça, c'est bien sûr qu'on ne va pas intervenir efficacement pour arrêter les massacres, mais au moins on va juger. Donc vous voyez la contradiction qui est derrière, c'est-à-dire que c'est une justice intéressante, mais c'est une justice un peu pis-aller qui n'a pas pour but véritablement d'arrêter la guerre. Alors ça pèse dans l'histoire même de la justice internationale aujourd'hui. Cependant, il y a quand même une évolution
différente avec la création de la CPI, parce qu'il y a l'ambition d'intervenir dans la guerre, de juger dans la guerre. Et ça devrait être la mission de la CPI, des juges de la CPI aujourd'hui au Darfour. Simplement, on est dans une contradiction terrible parce que, en quelque sorte, on demande la collaboration du criminel pour juger ses propres crimes. Comment voulez-vous que ça se passe ? Et le président de la CPI dit « mais moi je ne peux pas envoyer des gens là-bas, je ne peux pas envoyer les personnes de la CPI parce qu'elles ne sont pas en sécurité ». Donc vous voyez Alors maintenant, il y a un autre élément, on dit prévention des conflits. Je voudrais dire qu'il y a une autre figure, et je terminerai là-dessus, de la justice internationale, ou en tout cas de la référence à des normes internationales qui peuvent réveiller de manière intéressante, dirons-nous, et pertinente l'histoire sociale et politique d'un pays. Je pense à l'affaire de l'Argentine et de Pinochet. Pinochet, quand il a, vous savez, ce dictateur des années... du Chili, pardon, ce dictateur des années 70, bon, il avait organisé son impunité. Bon, manque de bol, il y a des membres de familles de victimes qui ont saisi la justice anglaise au nom des normes universelles, qui a fait en partie son travail, la Chambre des Lords s'en est saisie, je ne vous raconte pas les détails. Bon, toujours est-il que Pinochet n'a pas été véritablement inquiété. Mais ça a réveillé l'histoire politique du Chili, en quelque sorte, et relancé une procédure d'incrimination contre Pinochet. Donc vous voyez là un processus compliqué, mais qui n'est pas dans le cadre de la CPI, mais qui fait quand même référence aux normes internationales pour revenir en quelque sorte sur le passé, refonder le contrat politique dans un pays donné. Merci. Ronnie Broman. Oui, un mot sur l'ingérence. Pour dire que, selon moi, l'ingérence, quel que soit l'adjectif qu'on lui ajoute, c'est toujours le droit du plus fort. Et je ne pense pas qu'on puisse fonder quoi que ce soit de sérieux, de tenable, de défendable sur une telle asymétrie dans les rapports, c'est-à-dire sur l'institution comme une sorte de progrès moral du droit du plus fort à aller faire, par exemple, le bien chez les autres, mais pas forcément le bien, ou en tout cas pas forcément l'idée que les gens intéressés se font du bien. Bref, je pense que l'Irak d'aujourd'hui, l'Irak depuis ces 3 dernières années, nous indique ce que sont les conséquences du droit d'ingérence. Moi, ce que j'en pense, c'est ce que l'on en voit tous les jours aux actualités. Je crois que c'est l'exemple même de la fausse bonne idée, et c'est la recette pour que chacun parte en guerre contre tous dans les 20 ans qui viennent. Merci. Alors, je voudrais remercier les étudiants qui ont préparé ce débat, remercier les 3 intervenants et vous remercier de votre attention et de votre participation.